voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et nous recevons aujourd'hui Renaud Séguier, professeur à quelque chose qui s'appelle Centrale Supélec. Voilà. On va en parler un petit peu, évidemment, et qui va nous parler d'émotion. Alors, rassurez-vous, ça n'est pas quelqu'un qui vient des sciences humaines et sociales, pas du tout, mais il s'intéresse à l'émotion et en utilisant pour ça des technologies que nous allons pouvoir essayer de comprendre. Cette émission, vous le savez, elle a été faite pour s'adresser aux jeunes et aux moins jeunes, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens et leurs parents, bien entendu, et pour tâcher de les convaincre qu'ils ne se mettent pas de barrières dans leurs objectifs, dans leurs passions, et qu'ils peuvent trouver des chemins même s'ils ne sont pas bons en ceci ou s'ils ne sont pas bons en cela. Et je crois que Renaud, tu es convaincu. Complètement, oui. D'autant que j'avais pas des bons résultats non plus à l'école, donc totalement convaincu. Donc on va y revenir tout à l'heure. Alors, pour démarrer quand même, on aime bien donner un peu d'histoire. Et l'histoire de Supélec, Centrale Supélec aujourd'hui, mais de Supélec à l'origine, il se trouve que je l'ai un petit peu connue, puisque elle a été créée en 1972, à proximité du campus de Beaulieu, du nouveau campus, en fait, parce que la faculté des sciences était au départ sur les quais, à Rennes. Et cette création a, évidemment, comme toute création, il fallait tout faire au départ. Construire les murs, acheter les chaises, acheter les tables, décider de la peinture, une opération très lourde. Tu ne l'as pas connue, je crois, puisque tu es arrivé quelque temps après. Mais pour moi, c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a eu, parmi les fondateurs, des gens qui ont été mes collègues. Et je pense à l'un d'entre eux surtout, qui était un automaticien, donc pas très loin du traitement du signal, qui était ma fibre principale, qui s'appelle Yves Kennecdu, qui est à la retraite, bien évidemment, mais qui m'a expliqué comment les choses se sont faites à l'époque, et en particulier avec des logements un peu acrobatiques, dans la période où il était à la fois parisien et de temps en temps rennais, pour suivre les travaux. Alors Supélec, c'est aussi une grande histoire, parce que la grande figure de Supélec a été André Blanc-Lapierre, qui était un peu le fondateur aussi de l'école de traitement du signal, et académicien, et qui a créé, d'ailleurs, formé, beaucoup d'élèves, dont certains sont devenus eux-mêmes académiciens par la suite. Et donc, cette école Supélec s'est mariée, il n'y a pas longtemps, je crois, ouais, avec l'école centrale. Centrale Paris. Oui, je ne sais pas à quelle date d'ailleurs. C'est assez récent, non ? Oui, c'était en 2015, la fusion. Donc à peine une dizaine d'années. Et c'était un mouvement assez général, je crois, puisque certaines écoles, donc Supélec avec Centrale, l'école des télécoms avec l'école des mines, il y a eu un mouvement là de regroupement de certaines de nos grandes écoles, et donc en particulier Supélec avec Centrale. Supélec a une histoire un peu particulière aussi, par le fait même qu'au départ elle était très proche de l'industrie, je crois. Oui. Donc il y a une tradition universitaire un peu particulière quelques mots là-dessus, peut-être ? Oui, en particulier, moi, ce que j'aimais beaucoup dans l'histoire de Supélec, c'était qu'on était une des premières écoles à accueillir justement des profils d'étudiants qui n'étaient pas standardisés, quoi. C'était pas uniquement maths sup, maths spé, donc les écoles préparatoires, etc. Donc il y avait le concours Centrale Supélec, mais il y avait aussi des petites passerelles pour des personnes qui venaient de l'université, des gens qui venaient des DUT, etc. Donc ça, c'était plutôt bien. Donc il y avait un gros pourcentage des étudiants comme ça qui était un petit peu différent. Donc c'était pas consanguin, tout le monde n'avait pas le même profil et tout. Et donc ça perturbe.
ça perdure. Et donc la recherche, c'est elle était fortement liée quand même à l'industrie à un moment donné, et ensuite elle s'est plus universitarisée, si le terme est pas très joli, mais Ouais. Et puis pour dire la vérité, au début, c'était pas si bien vu que ça. Quand on était enseignant, si on avait une thèse, si on passait une thèse, etc. Donc il y a 25 ans, c'était pas évident. Et puis il y a eu un mouvement comme partout, où c'est le système universitaire mondial qui reprend le dessus. Et donc il faut avoir une thèse, et puis il faut même en France avoir une HDR après pour avoir des thésards, des doctorants, faire de la recherche, etc. Non, ça a joué un rôle important parce que quand Supélec est venu s'installer à Rennes, c'était l'époque où il y avait tout le développement des télécoms, et puis d'une industrie de production aussi. Et donc là, on a eu besoin évidemment de non seulement d'ingénieurs pour consolider le potentiel humain des entreprises, mais aussi pour développer des laboratoires de recherche. Ouais. Et donc on va revenir évidemment sur le laboratoire que tu as aujourd'hui pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça a pu se mettre en place. Mais alors d'abord, Renaud Séguier, qui êtes-vous exactement? Vous n'êtes pas breton? Non. De très loin? De très loin, c'est-à-dire, je viens de très loin? Oui. Bon, en fait, je viens pas de... Alors, au démarrage, donc moi j'ai un père qui était ingénieur et qui cherchait du pétrole, voilà, tout simplement. Et donc pour Total, il en a trouvé peut-être. Et il en a trouvé, mais à chaque fois qu'il en trouvait, il passait d'un pays à un autre. Donc une fois qu'il a trouvé, après le reste de l'industrie vont s'occuper de faire. Donc la famille suivait, c'est ça? Et la famille suivait. Donc du coup, alors la famille suivait, mais ma mère était prof de danse classique. Et donc elle suivait, mais à chaque fois elle recréait des cours, à chaque fois dans tel ou tel pays. Donc on est allé en Afrique noire, Congo, Brazzaville. Donc on était plutôt à Pointe-Noire d'ailleurs, plus précisément. Après on a fait la Norvège. On était à Bagdad aussi, d'ailleurs, pendant 3-4 ans. Donc voilà, donc on se baladait comme ça de pays en pays, dans lesquels on restait 3-4 ans. Et puis ma mère continuait ses cours de danse, et puis mon père faisait son business. Ça veut dire une enfance... malmenée. Scolaire. Non, malmenée, non, je suppose que non. Mais scolaire qui était quand même très particulière, qui était un peu hachée. Ouais, mais il y a parce qu'à chaque fois, il fallait trouver des écoles, il fallait trouver... Oui, mais il y a le CNED, tu sais, qui existe. Moi, il y a un centre CNED d'ailleurs à Rennes, et qui fait ça très bien pour tous les enfants qui sont expatriés. Donc, c'est des cours par correspondance avec des profs, et on a ce qu'on appelait des répétiteurs, qui étaient en fait des profs... de France qui venaient, qui étaient détachés pendant quelques années à l'étranger. Mais c'était dans des collèges français, dans des lycées non, français? C'était dans des collèges et lycées étrangers. Donc en Norvège, par exemple, c'était dans l'école. Enfin bon, dans tous les pays, c'était toujours dans les écoles du cru et dans lesquelles il y avait des classes comme ça, un petit peu particulières. Donc plus ou moins internationales. Donc il y avait des fois en langue anglaise qui regroupaient plusieurs pays, donc États-Unis, Canada, etc. Et d'autres qui étaient plus spécifiques, par exemple, comme pour la France. Et alors, par exemple, le bac, il a été passé dans quel pays? Alors, je me rappelle que moi, le bac, après, mes parents m'ont décidé de faire de moi un ingénieur, donc ils m'ont collé en pension à Stanislas, justement, dont on a entendu parler récemment, chez nos amis les jésuites, voilà. Et donc du coup, moi j'ai passé le bac après. À partir de la première, en fait, j'ai fait première, terminale, etc. Et donc j'ai suivi le cursus après classique, quoi. Mais donc voilà. Donc du coup, un père ingénieur, une mère qui était plutôt prof de danse. Donc moi j'ai fait la danse classique pendant 6-7 ans. Après j'ai embrayé, donc j'étais en pension. Avec la volonté d'en faire un métier. Avec la volonté d'en faire un métier. Et d'ailleurs j'ai interrompu. Donc je me suis inscrit en physique fondamentale. Donc à l'époque c'était d'abord un DUG. Sciences et structures de la matière, je crois que ça s'appelait. Donc à l'université, donc je voulais surtout pas être ingénieur évidemment, puisque mon père l'était. Et en même temps, à l'université, je continuais à faire de la danse. Donc j'ai bifurqué de la danse classique vers de la danse plutôt contemporaine, de jazz, etc. En 2-3 ans jusqu'en licence. Et puis vous savez, en danse contemporaine, on fait des stages souvent, etc. Et donc, je me suis aperçu que j'avais envie de m'exprimer avec la parole, quoi. Et donc, d'accord. Donc, l'émotion n'est pas un hasard, en fait. Tout à fait. Et du coup, j'ai bifurqué vers la comédie, plutôt. Alors, donc, du coup, j'ai fait le cours Simon, qui était donc, actuellement, il y a 2 cours. À Paris? Voilà, à Paris. Pendant 3 ans. Mais à ce moment-là, donc, je faisais,
c'était très classique. Le matin, j'étais coursier, et puis l'après-midi et le soir, j'avais les consignements. Après, j'ai monté une compagnie de théâtre, donc on a fait Avignon, etc. Et puis donc je me suis amusé comme ça pendant 6-7 ans. J'ai eu un bébé, et à un moment, bon, même si ma femme travaillait, voilà. Donc à un moment, au bout d'un an, je crois que quand le gamin a eu un an et demi, j'ai décidé d'arrêter et de reprendre les sciences. Voilà. Et donc c'est là où le cursus ingénieur a redémarré. Alors là, moi, j'étais à l'université. Donc là, j'ai continué l'université jusqu'en master. J'ai fait une thèse. Et là, la thèse, elle était effectivement dans les locaux de Supélec, à Paris. Alors, j'ai fait un master 2 à Supélec à Paris. Et puis là, on m'a proposé une thèse donc sur Rennes. Donc j'avais d'autres propositions sur Paris, mais donc du coup moi je suis allé, enfin moi et ma femme on est allés sur Rennes, mais on n'avait pas de famille du tout, c'était juste le rayonnement de Rennes, le côté dynamique, culturel, etc., qui nous attirait. Et donc a priori on se disait qu'on s'y sentirait bien, et on a eu raison puisque j'y suis encore. Et donc voilà, donc je suis allé à Rennes, j'ai passé une thèse, c'est là où on s'est rencontrés, Jean-Louis. Oui. Voilà, j'ai passé ma thèse normalement, et puis après, j'ai cherché du travail dans l'industrie. Toujours cette envie de bouger, là, Non, moi je voulais être chercheur dès la fin de la thèse. Il y avait déjà la volonté d'être chercheur. Oui, complètement. Oui. Mais là, il n'y avait pas enfin, c'est un peu compliqué pour rentrer dans Rennes, donc il n'y avait pas de poste qui était ouvert, etc. Mais simplement dans un an, parce qu'il y avait un nouveau directeur de Supélec qui était arrivé. Etc. Et donc ça s'est bien passé. J'ai passé juste un an chez Philips, dans une cellule de recherche qui était à Louviers à l'époque. Voilà. C'était de l'électronique alors ? Ouais, c'était des télécoms. En fait, moi, je faisais des modulateurs QPSK. C'était pour envoyer les émissions, justement, des journalistes. Quand ils étaient dans le désert ou quoi, ils envoyaient sur satellite. Ils faisaient le montage dans le désert. Ils envoyaient leur émission par satellite. Et sur le continent, on les recevait. Et puis, pour pouvoir être diffusés. Donc, je faisais des modulateurs, ce qui consistait à mettre des codes correcteurs d'erreur. Enfin, protéger le signal pour l'envoyer sur un satellite et qu'il arrive en pleine forme. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+. Un chemin qui est intéressant, qui n'est pas le chemin habituel. La pratique de la danse, c'est toujours avec les enfants aujourd'hui, avec. Non. Alors au début avec la danse, en fait, ça s'est arrêté quand ma mère voulait me faire rentrer à l'opéra, l'opéra, etc. Et où là, j'ai pris la décision d'arrêter ça et de passer à autre chose. Et donc j'ai interrompu brutalement. Mais par contre, j'ai commuté en comédie. Et puis là aussi, j'ai interrompu. Alors non, j'ai pas si interrompu globalement de ça. Après avoir fait du théâtre, on a continué avec des amis à faire des courts-métrages en fait. Et donc on a fait une dizaine de courts-métrages sur la place de Rennes en particulier. D'accord, c'est très intéressant. Oui, rigolo, ouais. C'est très intéressant. Je rappelle que vous êtes en train d'écouter l'émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences, cette émission qui est aussi relayée par la plateforme culturelle Unilever. Alors, Renaud, on a parlé des premières années, je dirais, de jeunesse, en quelque sorte. Aujourd'hui, la responsabilité d'une équipe de recherche à l'IETR, à l'Institut d'électronique télécom de Rennes, dont on a reçu un premier invité qui était Mauro Ettore, du Piémont, de la région qu'aime par-dessus tout Félix. Et donc, on va pas reparler de l'IETR ici, mais on va parler quand même de l'équipe qui est autour de toi. Alors c'est un nom un peu barbare parce que je crois qu'il est anglais. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. Est-ce qu'on dit EMAC? EMAC. Alors, on peut nous expliquer? Ah oui, donc EMAC en anglais ça veut dire Artificial Intelligence pour le AI, pour Multimodal Affective Computing. Donc en fait en français c'est de l'intelligence artificielle pour l'analyse des émotions, mais multimodale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire multimodal? Ça veut dire qu'on ne prend pas uniquement la vidéo, par exemple, donc les expressions du visage pour comprendre l'émotion qui est ressentie par la personne, mais on prend en compte la gestuelle, les hochements de la tête, la direction du regard, la parole. Donc, dans la parole, il y a la prosodie de la voix, donc la musicalité de la voix, et puis le texte. On va y revenir. Voilà. On va y revenir en profondeur, là, pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a derrière. C'est une petite équipe, je crois,
alors qui est il y a permanent évidemment, des doctorants, peut-être des ingénieurs aussi de support, qui travaille en partenariat avec beaucoup de monde différents, je crois. Oui. Alors, quelques idées plus précises sur l'équipe et sur les gens qui travaillent avec toi, parce que c'est un travail d'équipe aussi. Oui, je crois, complètement. bien sûr. Ouais. Alors, en même temps, c'est une équipe de chercheurs, donc c'est différent d'une équipe dans l'industrie que l'on doit manager. Donc là, moi, je manage des individualités, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis, je suis quand même à Centrale Supélec, donc c'est l'État qui paye les salaires. Donc c'est plutôt, même si c'est une énorme machine avec une inertie spécifique, on va dire, c'est quand même beaucoup plus sécure et plus facile à manager qu'une équipe de recherche dans l'industrie. Mmh. Donc nous, c'est une toute petite équipe, on est 4 permanents, 4 enseignants-chercheurs. Donc chacun des enseignants-chercheurs partage son travail entre 50% de son temps en enseignement et 50% de son temps en recherche. Et alors effectivement, on a eu pendant 6-7 ans une ingénieure de recherche qui s'appelait Morgane Casanova. Mais là, actuellement, on n'a pas peut-être l'année prochaine, on va en avoir un. On va voir si on aura un ingénieur de recherche. Et sinon, en tout, on a une quinzaine de personnes. Donc le reste, c'est une dizaine de thésards. Des doctorants, des étudiants de master. Oui, alors je compte pas les stages de master, etc. Dans la quinzaine. Mais voilà, il y a souvent 2-3 stagiaires qui sont en plus là en M2. Et ces doctorants viennent de quels horizons? D'horizons très différents? Oui, complètement. Donc ça vient mais plutôt informatique ou alors ouais, c'est informatique, traitement du signal. Donc maintenant, intelligence artificielle, il y a beaucoup. Voilà, c'est plutôt logiquement dans le domaine informatique, mais il y a beaucoup de gens qui font justement de l'automatique et du traitement du signal, et donc là qui font de l'IA. Donc c'est un peu sur ces domaines-là, ces deux domaines, informatique et traitement du signal. D'accord. Alors, puisqu'on arrive petit à petit au cœur des choses. Quelle idée de travailler sur les émotions? Ça vient donc de ce passé sur les danses? Non. Sur le jeu du corps, comment a émergé? C'est beaucoup plus pragmatique que ça. C'est que j'avais fait ma thèse en détection de visage. Je trouvais le sujet rigolo. Et à continuer sur la détection de visage, j'ai fait la reconnaissance de visage, et après la lecture labiale, et puis après naturellement la reconnaissance des émotions sur le visage. Et donc ça s'est fait comme ça par opportunisme, simplement des budgets qu'on peut récupérer à droite à gauche pour pouvoir faire des projets collaboratifs ou continuer dans un domaine. L'émotion, ça m'amusait plutôt. Et donc, quand on a commencé à créer en tant que tel l'équipe, parce que j'ai été longtemps seul, en fait, dans une plus grosse équipe. Quand on démarre, c'est souvent comme ça. Voilà. Et donc, c'est moi qui trouvais mes budgets, etc., pour faire mon sujet qui était un peu différent de celui des autres, parce que les autres étaient en télécom, en fait, pour faire simple. Et on a commencé à grossir l'équipe parce qu'on est devenus 2 avec Catherine Soladier, ma collègue, et elle, ce qui l'intéressait, c'était de ne pas faire uniquement des sciences dures, mais de mettre un peu de psycho, un peu peut-être du social, un peu donc des choses un petit peu différentes. Donc là, vous êtes complété parfaitement, si je comprends bien. Tout à fait. Et puis moi, ça m'intéressait d'aller voir un petit peu ailleurs, plutôt que de rester toujours dans le même sillon. Et puis après, on a recruté Pierre-Yves Richard, qui lui venait de l'automatique. Donc là, plutôt une composante dure mathématique, on va dire. Très fondamental. Et récemment, il y a 2-3 ans, on a recruté Simon Le Glaive, qui est le 4e, et qui lui est spécialisé dans la parole, l'audio. Ils ont tous le statut d'enseignant-chercheur à Centrale Supélec. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc oui, là, ça fait déjà un noyau beaucoup plus sérieux. Voilà. Qui permet justement d'avoir des encadrements et d'étoffer finalement le groupe. Oui, c'est ça. Par le nombre de thésards. Quand tout ça a démarré, il n'y avait pas d'IA à cette époque-là. Mais bon, l'IA, à l'époque, on faisait des réseaux de neurones. Et les fondamentaux de la rétropropagation du gradient pour l'intelligence artificielle, c'est les réseaux de neurones. Donc le fond était le même. Nous, on s'était spécialisé d'ailleurs au début, quand j'étais seul, une entité toute seule à Centrale Supélec, avec Gilles Vaucher, qui était un chercheur. Ah oui, qu'on peut saluer aussi, parce que... Qui est à la retraite maintenant, mais qui était une personne de valeur. Et donc, grâce à lui, il m'a fait découvrir les réseaux de neurones. Donc, il avait en particulier des modèles un peu particuliers qu'on appelait des spiking neurones, sur lesquels on continue à faire de la recherche. Sur lesquels on revient maintenant, d'ailleurs. Oui.
Et donc voilà, donc on a fait pendant 2-3 ans, 3-4 ans, on avait constitué un petit groupe comme ça où on était, on avait des doctorants et puis on essayait d'appliquer les spiking neurones à des problèmes de lecture labiale, des choses comme ça. Alors on va y venir parce que l'émotion. Alors l'émotion, moi j'ai vu qu'il y avait dans les références d'un article un certain Mehrabian. Je sais pas si je prononce bien, ou Mehrabian, je sais pas de quelle origine il est. Iranienne peut-être. Iranienne peut-être, oui, je sais pas. C'est possible. Mais lui, il distingue justement dans l'ensemble du panorama autour de l'émotion des choses qui sont plus ou moins importantes dans le rendu de l'émotion ou la perception de l'émotion. Alors, là, je lis, il y a évidemment les mots, mais c'est pas la composante, l'utilisation des mots, du vocabulaire, autrement dit. Mais c'est pas la plus importante. Il y a le ton, la voix, et puis les expressions faciales et le langage du corps. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur la danse. Donc tout ça fait partie de ce qu'il faut observer et de ce qu'il faut reconnaître aussi quelque part. Oui, et même synthétiser, parce que tu l'as abordé tout à l'heure en disant générer de l'émotion, qu'est-ce que ça veut dire ? Et effectivement, on a pas mal travaillé sur des avatars, donc des personnages 3D, avec qui un humain interagit. Donc affective computing, c'est surtout pour ça, c'est la gestion de l'émotion dans la relation entre un humain et un robot. Et donc effectivement, c'est quoi l'émotion qui est perçue ? Par exemple, si on est face à une personne qui se met à croiser les bras, comme tu le fais actuellement, voilà, et tu me regardes de façon un petit peu plus fixe, en bougeant de moins en moins, je sens que j'ai capté ton attention. Et donc ton attention, qui est une émotion un petit peu particulière, d'accord, qui est plutôt bienveillante à l'heure actuelle, parce que tu souris de temps en temps et tu me regardes dans les yeux. Si par contre tu te mettais à bouger comme ce que je fais moi actuellement tout le temps sur mon siège, probablement parce que je dois être un petit peu nerveux ou stressé parce que je suis enregistré, ça traduit aussi également une émotion. Je suis pas en retrait, mais je suis pas en avant non plus, parce qu'il y a un énorme micro en face de moi qui me gêne. Mais tout ça, donc là, il y a bien la pose en fait qui est importante, la direction de la tête. Tu vois la manière dont je vais regarder en haut à gauche, parce que ton regard ne me perturbe pas à l'heure actuelle, mais si on était sur un sujet un petit peu compliqué, et puis tu me regardais en fronçant les sourcils, et j'étais un petit peu dans ton domaine, par exemple sur l'analyse du cerveau, la 3D, etc., et je me dis, oulala, je suis en train de dire une sottise, donc je vais plutôt regarder en haut à gauche, chercher dans ma mémoire, baisser un peu la charge mentale due à ton regard avec tes sourcils qui se froncent parce que tu te dis il est en train de me raconter n'importe quoi, et je récupère une information que je vais remettre dans la conversation pour essayer d'apaiser le truc. Donc tout ça pour dire que la direction du regard, c'est important, la gestuelle du regard. Tu vois, je regarde en haut à gauche et puis je reviens vers mon interlocuteur, où je vais le regarder précisément dans les yeux, où je vais plutôt ne pas faire attention à lui, puis faire ce que je suis en train de faire maintenant, regarder à droite, à gauche, mais continuer à parler. Donc ça va être la posture. Et puis dans la manière dont je parle, par exemple là, je viens de changer de rythme, j'ai ma main qui vient de bouger pour appuyer mon propos. Donc la gestuelle de la main, est-ce que c'est la main ouverte, c'est un point, etc. Et je te parle, et donc j'ai la prosodie aussi de ma voix qui va changer, c'est-à-dire la musicalité de ma voix. Donc là, c'est devenu un petit peu plus dur, un petit peu plus insistant. Alors je pourrais parler de façon beaucoup plus cool, parce que finalement c'est un sujet qui est plutôt agréable, il n'y a pas besoin de s'exciter pour ça. Et donc voilà, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est la contagion d'émotions. Par exemple, je viens de balancer une toute petite vanne, ça t'a fait sourire, donc du coup moi je peux rebalancer. Donc il y a une espèce de contagion comme ça qu'on a étudié effectivement avec en particulier Catherine Solasier, où on prouvait qu'on avait nos algorithmes étaient capables d'analyser une personne qui était en train de parler à un comédien et de voir que sur 17 personnes, elles étaient happées par l'émotion qui était jouée par le comédien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple quand tu rentres dans le milieu médical, dans la santé, si une infirmière rentre par exemple dans une chambre où il y a une patiente qui est un petit peu triste, et ben l'infirmière va essayer d'être un peu plus cool, plus détendue, un petit peu souriante ou quoi, pour la happer par son émotion qu'elle joue, pour qu'il y ait une contagion de l'émotion, et que son côté à elle, plutôt bienveillant, sympa, tranquille, etc., soit absorbé par la patiente, et que la patiente, du coup, se sente un petit peu mieux. Alors c'est pour ça que, compte tenu de cette description, qui est très riche en fait, déjà et très complexe déjà, dans l'ensemble qui a été dessiné là. Il y a des psychologues dans l'équipe ou comment appréhender l'autre volet de ça, c'est-à-dire
ce qui est extérieur, mais ce qui est derrière, ce qui est apparent. Alors, tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir une équipe comme la tienne, un INSERM, où il y a des ingénieurs, où il y a des data scientists et des médecins. Donc nous, c'était le rêve que l'on avait. Maintenant, on est pris dans un système où on est une toute petite équipe, on a des charges d'enseignement. Donc tu vois, par exemple, si on recrutait une psychologue ou un médecin, parce qu'on est dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire en termes d'enseignement ? C'est aussi bête que ça, c'est pragmatique. Donc, comme il faut que 50% de son temps soit passé en enseignement, à Centrale Supélec, on va me dire, non, on va pas recruter pour te faire plaisir un médecin ou une psychologue, sous prétexte qu'ils alimentent tes projets de recherche, parce que nous, on voit pas, on va pouvoir lui donner quelques heures de cours et puis pas plus, quoi. D'accord? Donc là, on en est revenu, on aurait rêvé de faire ça, mais c'était pas possible. Donc, on reste des sciences dites dures. C'est plutôt des sciences qui sont pas complexes, d'accord? Comme, en psycho, par exemple, c'est des sciences complexes. Donc multivariables comme l'économie ou quoi, mais c'est pas des sciences dures parce qu'on ne peut pas prédire ce que va faire la personne. Enfin, c'est ma définition à moi. Mais donc nous, on est plus Donc les sciences dites molles, c'est plutôt les sciences complexes, et nous, on est plutôt dans des sciences dures où c'est un peu plus simple à modéliser et à tester avec un ordinateur. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Alors, on va essayer de comprendre comment ces choses-là sont observées et ce que ça implique d'analyse ou de traitement de l'information, parce que tout ça, ce sont des informations qui peuvent être observées. L'image, bien sûr, l'image joue un rôle fondamental. Ouais, mais pas si. Des séquences d'images, évidemment. Il s'agit pas d'images statiques. Fixe, ouais. Il s'agit de séquences d'images. On a compris que la voix et la tonalité de la voix, elle est fondamentale. Donc là aussi, comment elle est captée, comment elle est traitée, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut pas faire. L'attitude, la posture, ça suppose une caméra quand même plus éloignée déjà. C'est pas seulement le visage qui est pris, mais donc il y a peut-être aussi des multi-capteurs en même temps qui sont à associer et à traiter. Comment tout ça se passe Alors là, c'est le problème de la fusion, en fait, de toutes ces modalités. Donc effectivement, on a plein de signaux différents, comme tu évoquais par exemple la posture, ça veut dire que c'est du traitement d'image et on va en extraire le squelette de la personne. Donc c'est des choses qu'on peut faire maintenant en temps réel. Donc l'extraction du squelette pour voir si tu croises les bras, pour si tu as les bras ballants, etc. Et le mouvement, comme tu le suggérais tout à l'heure, c'est pas simplement une image, mais des séquences d'images. Donc tu peux détecter le mouvement qui est très très signifiant. Donc si je m'avance, etc. Si je me recule un peu, si je suis un peu mou et tout. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et ça, donc là, on a du traitement d'image pour en revenir à l'analyse du squelette et le mouvement du squelette, qui est une information en tant que telle. Par ailleurs, tu peux avoir du traitement d'image pour analyser le visage, donc les expressions du visage. Et au cours du temps, tu peux, avec le même traitement de la même caméra vidéo, analyser la direction du regard. Donc, te dire que là, la personne est en train de me regarder, ou elle est en train de regarder à droite, à gauche, etc. Et ça a beaucoup de sens. Oui. T'as la voix, comme tu as dit. Donc, la prosodie de la voix, la musicalité de la voix. Donc, tout ça, c'est des domaines qui sont très, très différents les uns des autres. Sur l'image, on voit bien, enfin, je pense que ceux qui nous écoutent, ou celles qui nous écoutent, voient bien que sur un visage, on peut voir les déformations, l'inclinaison de la tête, les grimaces éventuellement, les sourcils froncés, etc. Mais sur la voix, comment on suit le changement de tonalité, par exemple, entre une voix qui claire et puis qui, à un moment donné, s'assombrit quelque part. Comment, pour la voix, c'est plus compliqué, non? Parce que là, c'est... Alors, de toute façon, tout est compliqué parce qu'on veut toujours atteindre des performances de chercheurs, quoi. Donc, c'est toujours aussi compliqué les uns que les autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on avait besoin, pour monter une équipe comme la nôtre, en multimodal, donc plusieurs modalités, on avait besoin d'avoir des gens qui étaient spécialisés, un dans l'audio, un dans l'image, un plutôt en psycho, un sur la gestuelle, etc., etc. Et donc, on faisait du pré-traitement du signal. Donc, on avait le signal. Pour faire simple, on a une caméra vidéo, on filme la personne, on récupère des suites d'images, et donc ça, c'est notre signal, et on se dit, tiens, je vais chercher un visage à l'intérieur. Déjà, pour détecter, tu disais, détecter l'orientation de la tête, donc je cherche un visage. Qu'est-ce que c'est qu'un visage? Donc on faisait ça à la main, on se disait, tiens, un visage, c'est un truc qui ressemble plus ou moins, par exemple, à une ellipse, et puis avec deux yeux, et je vais essayer de rechercher un truc comme ça, et en général, la peau du visage, elle est plutôt claire ou alors sombre, mais elle est pas verte.
D'accord ? Donc on avait bien, et donc on faisait à la main comme ça des espèces de critères. Pour répondre à tes questions sur l'audio, c'est pareil. On dans la caméra vidéo, on récupère le micro, on a un signal comme ça temporel qui est juste la pression des flux du son. Et puis là, à l'époque, on faisait des espèces de représentations en temps et fréquence. Donc on analysait la fréquence de la parole, donc au cours du temps. Et donc ça faisait comme des images en fait. Donc tu mettais à toutes les millisecondes, toutes les 3 à 4 millisecondes, ta représentation temps-fréquence. Et il y a plein de gens qui analysaient du coup ces espèces d'images avec des motifs un petit peu particuliers pour reconnaître ces motifs, et ça devenait du traitement d'image. Donc tu vois, tu peux passer comme ça d'un type de traitement à un autre. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelait le handcraft, c'est-à-dire ce fait à la main, le pré-traitement fait à la main. Sont arrivés les réseaux de neurones, donc ils sont arrivés déjà il y a 30 ans, 40 ans. Oui. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est les réseaux de neurones, disons, profonds. C'est pour ça qu'on parle de deep learning. Et eux, maintenant, en fait, le gros avantage, c'est qu'avec les réseaux de neurones, comme on a des énormes bases de données qui sont labellisées, c'est-à-dire que, tiens, j'ai enregistré telle personne qui était plutôt joyeuse, hein, c'est un label, et ben, c'est le réseau de neurones qui va trouver tout ce qui était le pré-traitement qui était fait à la main. C'est-à-dire que au début je disais voilà, un visage c'est une ellipse avec 2 yeux, etc. Et ben je ne m'occupe pas de ça. Je mets en entrée des images de visage et je dis au réseau de neurones ça ce sont des images de visage, la personne est en train de sourire ou quoi, et c'est lui qui se débrouille pour trouver l'ellipse automatiquement ou la direction du regard ou ce qu'il veut prendre en compte pour pouvoir me faire les pré-traitements. Donc du coup, vas-y, je t'en prie, si tu veux. Il y a eu une rupture, là, récemment, alors... en 2012, ouais. On va le voir après, il y a des activités qui ont démarré depuis longtemps, et donc il y a eu une rupture vraiment nette dans la capacité de classer, reconnaître, détecter... Complètement. Dans le problème qui nous occupe, hein, bien sûr. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas obligé de faire des réseaux de neurones et des réseaux de neurones profondes pour gagner des concours, pour montrer que son algo marche mieux que celui du voisin, pour reconnaître par exemple des sourires. Et en 2-3 ans, en fait, tout le monde est passé sur l'intelligence artificielle et le deep learning. Parce que ça marchait, mais ça marchait beaucoup mieux, quoi. Avant, on se bataillait pour quelques pourcentages de réussite en plus. Et là, c'est des dizaines de pourcents, vingtaines de pourcents qui montrent que ça marche. Et surtout, maintenant, ça devient un système global où tu as une problématique. On disait par exemple, on parlait de la gestuelle. Donc, j'ai ma caméra qui va détecter le squelette, et puis les mouvements, donc les joints, donc les points d'articulation du squelette, et ben on va mettre ça en entrée de notre réseau de neurones, et c'est lui qui se débrouille pour comprendre que la personne, elle est plutôt agressive quand elle fait un mouvement, ou elle tape à la porte, tu vois, en toquant à la porte. Est-ce que c'est agressif? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est bienveillant? Etc., etc. Donc, on lui met notre signal le plus brut possible en entrée, et on attend qu'il fasse tout le travail de pré-traitement et de classification, en disant la personne elle est sympa ou pas. Alors, classification veut dire, par exemple, est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est hilar? Voilà, c'est ça en partie l'objectif. Voilà. À travers la capture donc de différents signaux, différentes mesures, etc. Voilà, mais on parle aussi maintenant de régression, c'est-à-dire que au démarrage des émotions, c'était quelques émotions de base, comme tu viens de l'évoquer, donc le dégoût, la colère, la peur, la joie, des choses comme ça. Donc il y avait 5-6 émotions comme ça de base qu'on pouvait retrouver. Et puis il s'est fait sentir le besoin d'avoir un peu plus de finesse d'analyse. Et donc c'est pour ça qu'on parle maintenant dans un espace qu'on appelle continu, c'est-à-dire on va dire on va avoir 2 axes. Donc un modèle qui est très très connu qui s'appelle valence arousal. Donc on a 2 axes, un premier qui s'appelle la valence, c'est simplement l'axe horizontal qui à gauche on a les émotions négatives et à droite les émotions positives. Donc quand tu te balades sur cet axe-là, c'est petit à petit tu passes d'un visage qui était agressif et à un visage qui est plutôt souriant, mais de façon continue, tu vois, c'est petit bout par petit bout. Et sur l'axe vertical, c'est plutôt le côté actif passif. Donc, typiquement, si tu as une émotion, quelqu'un qui est triste par exemple, ce sera plutôt sur la gauche, tu vois, dans cet espace-là, à 2 dimensions, ce sera plutôt sur la gauche, parce que la tristesse, c'est quelque chose d'un peu négatif. Et puis, c'est pas quelque chose de très actif, donc ce sera plutôt au centre à gauche, ou plutôt un petit peu en bas à gauche, parce que c'est un petit peu passif. Donc, quelqu'un qui a un petit visage, triste,
ou la parole un peu triste et tout. Et par contre, si la personne est en colère, donc tu vois, sur ça tout à gauche, mais beaucoup plus actif, tu vois, parce qu'il sera en colère. Nous sommes toujours avec Renaud Séguier, qui est professeur à Centrale Supélec et qui nous parle avec passion de sujets qui l'occupent depuis déjà pas mal d'années et qui portent sur l'émotion, la caractérisation de l'émotion à travers de multiples voix, dont la voix, justement, et l'image. Nous sommes sur Radio Laser, dans l'émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences, qui est une émission qui est aussi parrainée par une plateforme culturelle qui s'appelle Unidivers. Alors, on vient d'apprendre déjà beaucoup de choses sur les émotions. J'avais, pour terminer sur cet aspect-là, une question. Est-ce qu'il y a des émotions silencieuses, je dirais, qui ne sont pas mesurables quelque part, qui ne s'expriment pas par le visage, par la voix? Est-ce qu'il y a aussi un monde derrière qui peut exister, qui n'est pas encore perçu? Alors, moi, je fais plutôt le distinguo avec l'émotion, elle est portée par quoi? Est-ce qu'elle est portée principalement par les mots que tu vas utiliser, tu vois, ou par les expressions du visage, ou par la prosodie et tout. Et donc, t'as plein de modalités. Et effectivement, t'as des choses qui sont pas perçues. Si par exemple, j'ai tu vois, comme je suis en train de le mimer un peu, j'ai un peu l'œil gauche, comme ça, qui se ferme un tout petit peu, mais qui revient. Donc, je te fais pas des clins d'œil, mais un petit truc. Peut-être toi, tu vas le ressentir intuitivement, tu vas sentir que la personne est un petit peu nerveuse ou quoi, alors qu'avant, elle avait pas ce type de type. Et puis tout d'un coup, elle change comme ça. Ou peut-être il y a des attitudes, tu vois, plus douces, tu vois, par exemple ma main droite comme ça qui est sur la table et puis qui est plutôt relâchée. C'est des choses que tu vas ressentir. Mais si je me mets mes deux mains comme ça et je commence à redresser mon corps et puis te regarder, etc., il y a peut-être des choses que tu vas capter, que ça va pas passer par le cortex frontal, tu vas pas pouvoir l'interpréter tout de suite, tu vois, mais c'est des choses que tu vas ressentir. Donc il y a pas mal de gens qui essaient, on a failli, justement avec l'université de médecine de Descartes à Paris, on voulait détecter justement des petits mouvements sur les commissions des lèvres, etc. Qu'est-ce qui était détecté, qu'est-ce qui passait par le frontal, est-ce qu'il y avait des choses comme ça qu'on ne comprenait pas, mais justement sur le mouvement de la bouche qui est très très rapide, est-ce qu'il y avait des informations justement émotionnelles qui passaient et tout. Donc ça donc la réponse est je sais pas. Mais en tout cas, ça intéresse pas mal de gens. Non, je pensais éventuellement à des mesures à travers de l'électroencéphalogramme aussi, oui, bien sûr. Qui peut donner accès à des choses qui ne sont pas rendues dans les apparences ni du corps, ni de la voix, ni de... Oui, donc ça, on fait des EEG, il y a pas mal de choses dans le cortex arrière, visuel, etc., qui sont détectées. Il y a des gens qui proposent des casques pour le jeu vidéo, mais il y a que 4 capteurs, en fait, sur le casque. Et donc, qui essaient de te faire... Tu peux essayer d'avoir des représentations mentales comme ça pour faire monter une montgolfière ou quoi. Alors moi, chaque fois que j'ai essayé, ça marchait pas, mais ça se développe, quoi. Donc effectivement, il y a des choses comme ça. Mais nous, dans notre équipe, on est sur le non-invasif. D'accord. Donc pour nous, c'est important. On veut pas que les gens passent un IRM qui coûte 300 balles pour pouvoir détecter, mais ce qui se fait, des IRM dynamiques, fonctionnels, justement, avec des grands dépressifs, etc. Il y a des travaux de recherche qui sont passionnants là-dedans. Mais nous, on se cantonne à quelque chose de non-invasif pour pouvoir justement avoir des utilités après dans le monde de la santé. Alors, parlons des applications, parce que là, on a parlé du cœur des méthodologies, que je dirais de la base. Les applications, elles sont nombreuses, alors. Oui. Alors, les principales, les principales, il y a des cas d'usage, quoi. Donc je sais pas si toi tu veux qu'on parle des startups, etc. Mais là, non, pas encore. Voilà, ça c'est des cas d'usage bien spécifiques, mais tu vois, qui sont donnés de façon opportuniste parce que le marché, etc. Non, des avatars. Tu as parlé des avatars tout à l'heure. Voilà, donc typiquement. On a parlé un peu de la santé, ne serait-ce que dans ces deux champs-là. Là, une application, par exemple, qui m'intéresse plutôt actuellement, mais on n'a toujours pas de budget pour la financer, mais les gamins qui sont autistes, tu sais, ils ont du mal à te regarder dans les yeux, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre tes expressions et les émotions que tu véhicules. Eux-mêmes ne maîtrisent pas, ils savent pas que quand ils se mettent à être agressifs ou quoi, ou à ne pas regarder quelqu'un quand quelqu'un lui parle, etc., c'est un message aussi émotionnel, etc. Donc ces gamins-là, dès qu'ils ont des humains à côté d'eux qui sont porteurs d'émotions, ça les angoisse, d'accord ? Et donc, du coup, ils se ferment, du coup, ils sont agressifs. Ces gamins-là, si tu leur mets un robot ou tu leur mets un avatar, ça se passe beaucoup mieux. Parce que ils ont confiance, parce qu'ils voient bien que c'est un truc qui est pas réel. Et si c'est un avatar qui se met à sourire ou pas, on peut leur faire apprendre
qu'est-ce que c'est que l'émotion de sourire, à le décoder sur un avatar qui sera beaucoup moins anxiogène qu'un humain qui va faire un sourire artificiel en face de lui pour lui montrer ce que c'est que de faire un sourire. Donc il y a une nécessité à générer un avatar, à générer un personnage 3D pour pouvoir véhiculer des informations qui vont être plutôt apaisantes pour des gamins qui sont autistes ou qui sont dans le trouble du spectre autistique. Donc voilà, donc ça c'est une application et c'est un gros problème pour les autistes. Mmh. Et alors, dans d'autres champs comme le cinéma, par exemple, par exemple, on va retrouver toutes les applications de l'IA qu'on voit actuellement fleurir un peu partout. Avec, exactement. Dans les effets spéciaux, quand tu vois Superman qui prend de l'huile sur la tête et puis qui flambe, c'est pas lui qui flambe, c'est un effet spécial. Donc c'est un modèle 3D du visage du comédien qui a été. Donc là, c'est des faits avérés, qui sont développés par des équipes de 25 personnes, tu vois, pendant 6 mois pour pouvoir manipuler ce visage 3D et le rendre tellement bluffant, tellement réaliste que tu vois pas la différence, toi, quand tu es dans ton siège de cinéma. Donc il y a beaucoup d'applications comme ça dans le monde du cinéma, en effets spéciaux, ou dans les jeux vidéo, évidemment. Dans les jeux vidéo, de plus en plus, on essaie d'avoir des avatars donc des personnages de 3D qui sont de plus en plus, qui peuvent tu peux avoir un lien comme ça empathique avec le personnage parce qu'il est hyper réaliste. Donc on a encore un peu de mal en temps réel sur des plateformes communes à avoir un visage dans le mouvement qui te génère une émotion qui te semble réaliste et tu vois pas la différence. Mais là, avec l'intelligence artificielle, en génération de visages, etc., ça avance très très vite, quoi. Alors, c'est un peu compliqué parce je veux pas trop rentrer dans les détails, mais disons qu'en intelligence artificielle, pour faire tel visage qui va se mettre à sourire à tel moment, etc., les outils, c'est pas encore du génératif, comme on l'appelle. Mmh. C'est-à-dire, on va pas générer une séquence en disant, je veux que la personne là, elle soit souriante et qu'elle me parle avec une voix qui est souriante, etc., à tel moment, et puis qu'elle devienne plus agressive et tout. Il y a des progrès qui sont faits, mais ça marche pas encore. D'accord. Donc il y a encore du travail. Alors, parlons d'une autre chose qui est une facette que je considère un peu exceptionnelle dans notre milieu, qui est la création d'entreprises. Parce que la création d'entreprises, ce sont quand même des opérations assez lourdes généralement, mais là, ça fait 4 créations d'entreprises, si j'ai bien... Ou 5 même, non 4. Alors, il y a Dynami XYZ, je ne sais pas si... Ça, c'était vraiment un nom proposé par des ingénieurs et ils faisaient de la recherche. Donc, c'est Dynamic 6, mais le XYZ, c'était les 3 axes, tu vois, Ah oui, d'accord. Il y a le 3D Sound Labs, ouais. l'Immersive Therapy, ouais. l'Emobot. Emobot, ouais. Alors, bon, on n'aura peut-être pas le temps de balayer tout un certain niveau de détail, mais qu'est-ce qui a amené à créer ces créations d'entreprises? La volonté de voir déboucher la recherche sur une réalité, le fait qu'il y ait des rencontres qui se soient produites et qui, avec les collègues, comment tout ça a pu... Quel est le déclic au départ? La volonté, éventuellement, Alors, en fait, moi, je m'ennuyais pas dans mon boulot, mais disons que c'était, je voyais, le boulot de chercheur, c'est un métier extraordinaire. Donc, c'est inventif, créatif, c'est comme tous les métiers qui sont créatifs, c'est comme ébéniste, c'est comme maçon, on crée quelque chose, donc c'est extraordinaire, on cherche, il y a un problème, on essaie de le résoudre. Enfin, donc c'est un truc de gamin, quoi, donc c'est très, très ludique. Mais je me voyais bien dans ma direction. Voilà, je monte une équipe. Après, je suis responsable d'une équipe. Et puis voilà. Et puis après, je vais être à la retraite. Et puis voilà. Donc j'avais envie de découvrir d'autres choses, quoi, d'autres mondes et tout. Et donc et puis voilà, de monter une boîte. Le problème de monter une boîte, c'est comme tu l'as dit, c'est beaucoup de boulot. Et moi, je m'amuse dans la recherche, quoi. Donc j'avais pas envie non plus d'arrêter la recherche pour monter une boîte. Voilà. Donc j'avais envie comme tout occidental, je voulais tout. D'accord. Et donc un jour, j'étais chez Orange. Il y avait 2 thèses cibles, donc des thèses qui étaient financées par Orange, mais qui étaient encadrées par moi à Centrale Supélec, et donc qui avaient eu lieu coup sur coup sur la même thématique, qui était la manipulation d'avatars. D'accord. Et donc un jour, je suis rentré dans le bureau de mon interlocuteur, donc le responsable scientifique pour Orange, qui s'appelait Gaspard Breton. Je lui ai dit en arrivant, moi, j'aimerais bien monter une boîte. T'as pas envie de monter une boîte par hasard? Et en fait, lui, il se trouvait que ça faisait 2-3 ans qu'il avait déjà envie, qu'il réfléchissait à monter une boîte avec un de ses collègues qui s'appelait Olivier Aubeau, qui était plutôt un informaticien.
Et du coup, on s'est mis autour d'une table à 3 et ça a tout de suite matché. Donc tu vois, ça s'est fait vraiment. Alors le déclic, c'est peut-être été qu'une fois j'avais parlé à, je me rappelle, j'avais parlé à un cousin en lui disant, bah voilà, moi j'aimerais bien monter une boîte et tout, mais je m'amuse bien dans mon boulot, mais j'aimerais. Et lui, le déclic, il me dit, bah fais-le. C'est juste le fait de dire, bah arrête de te poser des questions, t'as qu'à le faire. Et du coup, voilà. Donc je suis allé voir mes Gugus, je leur ai proposé ça, et le mécanisme, l'organisation du travail était la suivante, c'est que moi je restais à Centrale Supélec. J'amenais des projets collaboratifs parce que je commençais à avoir une capacité à générer des relations avec des gens et à trouver de l'argent. Donc, parce que j'aime bien le commerce aussi, donc j'aime bien vendre quelque chose. Et donc du coup, j'avais ma place dans la création de cette boîte-là, puisque la boîte, il faut qu'elle vive et qu'elle trouve de l'argent. Et donc avec des projets collaboratifs de recherche dans lesquels on inclut des startups, ça fait de l'argent frais pour la startup pendant les premières années. Et puis moi, ça remplissait aussi des objectifs que j'avais de Centrale Supélec, qui étaient de faire de plus en plus de projets collaboratifs pour avoir des doctorants, pour faire de la publication, etc., etc. Donc ça se mariait plutôt bien. Donc on se disait, en fait, c'est plutôt cool. On est à 3, on va monter une boîte, donc Dynamic 6. Olivier et Gaspard, donc on est 3 cofondateurs, chacun met de l'argent et de l'énergie, mais les 2 autres sont à 100%. Et puis moi, je suis un mix comme ça entre la start-up et Centrale Supélec, avec un mécanisme d'intérêt pour les 2 parties, c'est-à-dire que mine de rien, moi, avec mes histoires de monter des startups, à chaque fois j'ai un nouveau directeur de Centrale Supélec qui arrive, parce qu'on change régulièrement. Je suis convoqué genre en août, tu vois, et je suis sommé de m'expliquer. Comment les activités se répartissent, c'est ça ? Voilà. Est-ce que je suis pas un peu, est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui est détourné ? Est-ce que c'est pas pour mon compte, pour le compte de la start-up, etc. Donc je montre tout. Je montre le flux d'argent qui vient des start-up pour Centrale Supélec. Je montre mon implication, le nombre de publis, et à la fin, on me dit bon, ok, on a compris, ça va. Mais c'est dans l'intérêt de Centrale Supélec, de toute façon, d'avoir une visibilité comme ça. Bien sûr. Et un impact socio-économique. Tout à fait. Parce et Centrale Supélec il y a des emplois, il y a Exactement. Et Centrale Supélec faisait partie des premières entités, donc en enseignement et en recherche, à créer justement, à avoir un incubateur. Et donc c'était l'incubateur de Centrale Paris à l'époque était de renom. Mais après, donc, quand on a fusionné, il y a d'autres incubateurs qui naissent. Et donc, effectivement, c'est même une mission de la part de Centrale Supélec de faire l'incubateur, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça signifie. Un incubateur, nous, on a des incubateurs dans les écoles. Donc là, par exemple, à Rennes, donc on a ce qu'on appelle Station Rennes. Donc c'était un truc à Station F, qui était le gros incubateur de Xavier à Paris. Donc là, on a un incubateur qui relie une dizaine, un peu plus de 13 établissements, donc qui est principalement guidé par Eric Anctil, qui est un chercheur à l'INSA. Et donc là, le but du jeu, c'est d'avoir des incubateurs dans les locaux, c'est-à-dire des lieux, dans les locaux de chacune des entités. Donc qui sont prêtés ou loués. Qui appartiennent par exemple pour Agro Campus ou pour l'INSA ou pour Centrale Supélec. Centrale Supélec sur le campus de Rennes, on a un incubateur, on a quelques salles qui sont dédiées aux élèves qui veulent monter des boîtes. Donc on leur dit, vous voulez monter une boîte ? Vous avez ce lieu-là, vous pouvez rentrer quand vous voulez, vous avez une clé, etc. Et vous pouvez discuter entre vous. Et on a des cours autour de l'accompagnement de l'entrepreneuriat, comment on fait pour monter une boîte, etc. Donc un incubateur pour les élèves, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire un lieu privilégié où les élèves peuvent démarrer des trucs, faire des robots. On en a eu plein d'exemples comme ça qui font des robots, etc. Puis après qui sont devenus des très très belles boîtes à présent avec 40 personnes recrutées, etc. Et donc ces gens-là passent du temps et on leur donne des conseils pour pouvoir monter leur boîte. Donc ça, c'est des incubateurs pendant l'école. Donc nous, on a créé un truc qu'on appelle Station Rennes, qui fédère en fait ces espèces d'incubateurs d'étudiants. Il y a les beaux-arts qui sont dedans, il y a l'école de design, etc. Et donc après, ces personnes-là, les étudiants, ils parlent entre eux. Donc ça fait un croisement, donc une richesse extraordinaire pour pouvoir démarrer des projets. Donc si tu as besoin d'un peu de temps d'un graphiste pour faire ton logo ou pour faire ton site ou pour faire ta petite appli sur smartphone, et c'est très très important, si tu as une appli par exemple pour détecter la dépression des gens, etc., c'est important de croiser toutes ces compétences. Donc ça, c'est des petits incubateurs qui sont là. Après, tu as des incubateurs où c'est plus dédié à des gens qui sont après leurs études. Donc ils ont fait leur master, par exemple, ou sont ingénieurs. Et puis donc là, ils sont dans la vie active, ils économisent un peu d'argent, ils essaient de monter une boîte. Et donc tu as des incubateurs avec des conseils, mais un peu plus structurés. Et après, jusqu'à des accélérateurs, tu vois, où tu as déjà quelque chose que tu vends, etc., etc. Donc, pour faire simple, un incubateur, c'est un lieu
où tu mets de l'énergie avec des conseils de la part de mentors, de gens de nos âges, tu vois, qui disent à des petits jeunes, bah voilà, moi voilà quelle est mon expérience, mais voilà, je peux peut-être t'apporter tel ou tel regard et tout pour t'aider à monter ta boîte. Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Parmi les 4 entreprises que j'ai évoquées tout à l'heure, la plus récente c'est Emobot, oui. 2022. Certaines sont localisées à Rennes, d'autres ont des implantations multiples. Oui. Donc ça veut dire qu'elles se développent quelque part. Oui. Donc ça c'est quand même une réussite. Bah, Une certaine fierté quand même de. Fierté non, mais disons que c'est effectivement ça marche puisque ici les boîtes en question sont encore vivantes, c'est que ça marche. Voilà. Donc ça déjà c'est vachement bien. Mais la première boîte, tu vois par exemple, elle a duré une dizaine d'années, 10-11 ans. Donc on a grossi, on était jusqu'à une dizaine de personnes, 12 personnes, et on a été racheté par Tech2, qui est un gros éditeur de jeux vidéo. Et donc depuis. Mais le centre de recherche de Dynamics 6 est resté à Rennes. Et même Tech2 insuffle de l'argent, des budgets, dans Dynamics 6 pour croître. Donc tu vois, avec des profils de chercheurs, etc. Donc la boîte a grossi. Donc ça, c'est plutôt bien. Nous, on a misé un petit peu d'argent au début, et puis là, on a récupéré de l'argent. Donc on a fait ce qu'on appelle un exit. C'est-à-dire que tu as des parts dans la boîte et puis les gens qui te rachètent, et puis ils te donnent un petit peu d'argent qui correspond à la valeur de la boîte. Donc tu gagnes pas mal d'argent. Maintenant, attention avec les startups, tu as 1,5% des startups qui arrivent à faire un exit. D'accord ? Que ce soit dans la Silicon Valley, les chiffres sont les mêmes. Silicon Valley ou la France ou quoi, tu as 1,5%. Donc tu vois, tu mises, mais tu es pratiquement sûr de perdre. Donc là, c'était la première boîte qu'on faisait avec Gaspard, Olivier Rebaud et puis moi-même. Et puis, paf, on a gagné. Par contre, les autres, ça s'est pas passé comme ça. Tu vois, la seconde, c'était du son 3D au casque. Donc, on faisait une super appli où tu avais un téléphone portable, tu faisais une photo de ton oreille avec des algorithmes de traitement d'image que l'on développait à Centrale Supélec. On arrivait à remonter à un modèle 3D de l'oreille hyper fin. Et après, tu étais capable, par des méthodes, pareil, finies, enfin, c'est gros mots, mais de méthodes mathématiques, à modéliser la propagation du son et comment le son rebondissait sur ton épaule et attaquait le pavillon de l'oreille, etc., pour te donner l'illusion avec un casque d'un son 3D. C'est-à-dire vraiment, t'avais, moi j'ai regardé Jurassic Park, t'as un dragon qui est derrière toi, tu vois. Et pas comme dans un simple casque audio. Etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelait le son 3D. Donc ça, on a fait capoter. Donc on a été racheté 2 cacahuètes par des Allemands, Mimi Technologies. La troisième boîte, elle continue, elle s'appelle Immersive Therapy, donc c'est pour les acouphènes. Donc là, c'était la première boîte qu'on a montée et cofondée par des profs, Catherine Soladier, donc moi-même, et Lilian Delaveau, qui était un élève. Donc tu vois, c'était monter une boîte avec des élèves de Centrale Supélec. Ça, pour nous, c'était le Graal. Donc on a monté cette boîte-là, donc elle continue à vivre, ça s'appelle le Diapason. Si des gens ont des problèmes d'acouphènes, qu'ils aillent sur les applis. Et là, la dernière, comme tu l'évoquais, c'est Emobot. Donc là, on est 4 cofondateurs, donc 3 étudiants, 3 ex-étudiants de Centrale Supélec qui sont tout frais sortis de Centrale Supélec, et moi-même qui suis prof à Centrale Supélec. Alors on n'aura pas la possibilité de tout évoquer. Là, visiblement, Renaud est passionné. Nous sommes toujours sur l'émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences sur Radio Laser, donc en partenariat avec Unidiver, la plateforme culturelle. On va avoir encore quelques minutes pour échanger avec Renaud. Il y a beaucoup de choses encore à faire, je suppose, dans le domaine. Alors j'avais retenu moi quelques éléments à travers les articles que j'ai pu lire. On en a parlé un petit peu. Il y a la constitution des bases de données, qui sont des problèmes dans à peu près tous les domaines. Il faut avoir des données, évidemment, pour pouvoir appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle, des données à noter, dans beaucoup de cas, je suppose. Donc là, ça supposerait constituer des grands ensembles. On ne sont pas forcément partagés par tout le monde, mais il y a peut-être quand même des bases de données un peu test qui permettent aussi d'évaluer la position qu'on peut occuper en performance par rapport à la concurrence. Alors, il y a une conférence de Las Vegas qui a lieu tous les ans, on en entend parler dans les journaux.
C'est un grand machin, ça. Quelques mots dessus, parce que je crois que certaines entreprises sont allées présenter leurs nouveaux produits, leurs innovations. Oui. Alors Las Vegas, tu es allé à Las Vegas? Oui, pour chacune des boîtes, d'ailleurs. Pour chacune des boîtes. Donc en fait, on y va. Quand tu génères une start-up, en fait, il est de bon ton d'y être parce que mine de rien, c'est une caisse de résonance qui est extraordinaire. Et toutes les publics que tu peux avoir, même en France, c'est parce que les journalistes justement français vont à Las Vegas et vont regarder les innovations. Et la France est très très bien placée, positionnée en termes de nombre de start-up par rapport. En fait, il y a des États-Unis qui étaient historiquement qui apporté le plus de start-up, et après sont arrivés les Français, donc tu vois c'est genre 300 start-up états-uniennes et 250-260 françaises, et puis après tu avais tous les autres pays du monde. Donc c'est énorme. C'était énorme, et la place de la France et je crois même que la France... Mais l'ensemble aussi Alors en fait t'as vraiment un pavillon l'Eureka, c'est le pavillon Eureka, où t'as les start-up, et puis après t'as toutes les autres boîtes, les énormes boîtes, les grands noms des multinationales, etc., qui présentent leurs innovations. Mais là, t'as une espèce de... T'as pas les derniers machins qui viennent de sortir et puis qui vont crever 2 ans après, mais qui sont très très novateurs et que tu vas retrouver après, tu vois. Donc t'as toutes les grosses industries qui montrent leurs innovations, donc c'est super, hein, tu vois les machins 3D, des super voitures bizarroïdes, etc., etc. Mais le vrai cœur de l'innovation, c'est quand même le Eureka Park, qui est cette espèce t'as un plateau. Oui, t'as un plateau en fait. Donc c'est comme si t'avais le truc qu'on a pas loin là, à Bru là. Le centre des expos. Le parc des expositions. Le parc des expos, qui serait plein de start-up. Et donc là, la France est plutôt bien représentée, mais c'est extrêmement agréable. Parce que tu y vas, en tant que journaliste, c'est que du bonheur. Si tu y vas, et puis tu vas faire tous les stands, et tu vois les dernières innovations. Donc, quand tu crées une start-up, il est de bon temps d'y aller la première année ou la deuxième année, pour pouvoir avoir une caisse de résonance au niveau des journalistes, moi j'avais été interviewé même par la BBC, avec mon anglais, tu vois, ça fait rire. Alors moi, ça a dû bien les faire rigoler. Et où tu peux montrer ton produit, et puis après, tu as bien des contacts avec des clients futurs, etc. Alors on va faire attention au temps. Il nous reste juste quelques minutes. Un point très court dans ces métiers-là et ces entreprises, il y a aussi la notion de compétition, de défis qui. Je crois que certaines d'entre elles ont obtenu des prix justement. Oui, tu es dans notre équipe. Ouais, complètement. Il y a en particulier, c'était avec pour audio-visual emotion recognition, un truc comme ça. En fait, c'est simple. Quand tu es chercheur, tu es dans le monde appliqué. Donc moi, je fais de la recherche, mais j'essaie d'appliquer. Donc en particulier maintenant dans le cadre de la médecine, de la santé. Et tu as un organisateur de la conférence qui dit voilà, j'ai enregistré 200 heures de personnes qui sont dépressives, par exemple. Donc ça, je parle de ça parce que la dernière boîte, Emobot, s'occupe de la dépression. Donc j'ai 200 heures de personnes qui sont dépressives avec plusieurs niveaux. Des gens qui sont dépressifs unipolaires, un seul pôle, ou alors maniaco-dépressifs, donc des bipolaires. Et donc, est-ce que vous êtes capable de faire le distinguo entre une personne qui est dépressive ou pas et quel est son niveau de dépression? Et donc ça, ça mis à disposition. Voilà. Et tous les compétiteurs ont accès et donnent leurs résultats en aveugle. Voilà. Et donc c'est le meilleur qui gagne. Exactement. Quoi. Et le jour de la conf, on te dit vous êtes là. Donc là, tu disais qu'on avait eu des prix. Donc effectivement, on avait eu des prix avec le système avec. Là, on avait envoyé une équipe issue d'un projet collaboratif de recherche. Et c'était détecter des micro-expressions. On était arrivé premier. Cocorico. Mais par contre, le MIT avait cofondé une boîte qui s'appelait Affectiva, qui a recruté le doctorant qui était dans notre équipe, qui avait gagné. L'année d'après, on n'avait pas fait la détection de micro-expression, mais la détection d'émotions, donc sur la voix, le visage, etc. On avait envoyé 2 équipes avec un projet collaboratif ANR. Les 2 étaient arrivés premières, Cocorico. Les États-Unis, ils avaient compris le coup. Donc avec Affectiva, ils ont recruté le premier, etc. Et donc on a fait des trucs comme ça. Donc on a été aussi premier sur le spotting de micro-émotions, des choses comme ça. Et donc le but du jeu, c'est ces bases de données qui nous sont accessibles, qui sont publiques pour pouvoir faire nos tests. Renaud, il nous reste 1 minute. Oui. Un mot pour nos jeunes éditeurs ou nos jeunes auditrices, pardon. Tu veux les encourager à faire ce qu'ils ont envie de faire. En fait, on est dans le monde du plaisir. Ça fait des milliers d'années que on marche au plaisir. Donc surtout, il faut qu'ils se disent que tout est possible.
Moi, si je vous donnais les notes que j'ai eues au bac en physique et en maths, ce serait ridicule. Vous diriez, c'est pas possible, il est en train de bluffer. Et pourtant, j'ai eu 6,5 en maths et 6,5 en physique, donc qui étaient les matières principales. Donc j'ai réussi à avoir le bac au rattrapage, vous imaginez l'horreur. Et maintenant, à la fin, donc pour vous dire la vérité, les études ne m'intéressaient pas trop, d'accord, parce que je faisais de la danse classique et après du théâtre, etc. Et après, je suis tombé dans la science, les masters, etc., parce que il y avait des choses extraordinaires à apprendre. Et puis quand on reprend des études, quand on a 30 ans, ça n'a rien à voir. Tout ça pour dire que tout est possible, quoi. Il faut jamais se dire, ah bah ouais, j'ai 30 ans ou j'ai 40 ans, je peux pas reprendre, etc. Ah ouais, mais je suis mauvais en maths, je peux pas. Pas vrai. Le truc intéressant, c'est, est-ce que ça vous prenez du plaisir à faire telle ou telle matière? Et si vous avez du plaisir, allez-y, tout chousse, vous inquiétez pas, ça va marcher. Bon, je crois que nos auditeurs et nos auditrices auront compris le message. C'est un message de Renaud Séguier, qui est professeur aujourd'hui à Centrale Supélec à Rennes, et qui est porteur de multiples projets. Vous avez compris tous et toutes que la diversité, là, la multidisciplinarité fait partie des choses fondamentales aussi dans la construction d'une vie. Donc merci à toutes, merci à tous, merci à Renaud de nous avoir transmis cette passion et à bientôt bien sûr pour un nouveau voyage. Merci Jean-Louis. Au revoir. Au revoir.